Bonjour à tous. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir Alain Guéry, directeur de recherche au CNRS, spécialiste d'histoire moderne et aussi, nous le verrons, contemporaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager très largement cette vidéo et aussi, si vous le pouvez, de faire un don. Cela nous permettra de continuer ce travail. Voilà qui est dit. Alain Guéry, bonjour. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés pour des raisons professionnelles dans des vies antérieures, mais je crois que finalement peu d'historiens étaient aussi bien placés que vous pour nous parler de la question de la nation, et c'est pourquoi j'ai intitulé cette émission Un historien et la nation. Alors, commençons par le commencement. C'est une notion, la notion de nation qui est très décriée, notamment par beaucoup de gens qui souvent ont très peu de connaissances et beaucoup d'a priori. Commençons par la définir, cette notion, ainsi que peut-être le fait qu'elle a changé. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, la nation ne voulait pas dire la même chose qu'à la fin du XVIIIe. Voilà, donc, si j'ose dire, qu'est-ce que la nation ? Merci. On pourrait dire qu'effectivement la nation fait partie de ce genre d'expression qu'il est très difficile de définir si on le prend non historiquement, à un moment précis de l'histoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que la nation ? Il y a deux définitions de la nation si on se réfère à ce que la plupart des citoyens d'un pays imaginent. La première définition est politique. La nation, on peut la résumer à une phrase. La nation, c'est un peuple qui s'organise politiquement par l'exercice de sa souveraineté. Il y a une autre définition de la nation, qui est une définition culturelle, qu'ont en tête beaucoup de gens. De ce point de vue, la nation, c'est une manière particulière à un peuple, défini politiquement, de concevoir la culture qui est prédominante dans une civilisation. Donc la nation, de ce point de vue, du point de vue culturel, c'est la manière de pratiquer une culture au sens civilisation matérielle commune à un ensemble de peuples et également peut-être de penser des disciplines savantes de manière particulière. Par exemple, la musique allemande n'est pas toujours fondée sur les mêmes critères que la musique française. Je parle de musique savante, évidemment. Mais d'un autre point de vue, les manières de table des Français ou des Italiens ne sont pas les mêmes et ne sont pas les mêmes que celles des Allemands ou des Anglais. Donc, voilà la définition actuelle, les deux définitions actuelles de la nation, qui entrent en contact régulier les unes avec les autres. Ceci dit, c'est un moment de l'histoire de la nation qui est le nôtre, ou qui devrait être le nôtre si on avait évité d'en confier d'autres définitions venant de l'extrême droite, par exemple. Bon, dans l'histoire, la nation est de diverses durées selon les pays. On peut prétendre, comme le font les Français, qu'ils sont dans la plus ancienne nation d'Europe. En fait,
c'est quelque chose qu'il partagerait avec les Anglais, par exemple. Mais c'est se fier à une définition politique de la nation. Les Allemands, par exemple, proposeraient une autre définition, plus culturelle. Leur définition politique résulte de l'unité allemande, donc quelque chose d'assez récent dans l'histoire, si on la prend dans la longue durée. Et ils ont une façon de concevoir leur ancienneté nationale en s'appuyant sur ce que un historien comme Ernst Kantorowicz, pour parler d'un des plus célèbres maintenant, appelait la Geheimes Deutschland, l'Allemagne secrète, cette culture allemande qui réunit des peuples en se trouvant au-dessous des aléas de l'histoire. En souterrain. Voilà, de manière souterraine. Et c'était un vrai problème d'ailleurs parce que c'est associé à une autre idée qui est celle du Sonderweg, le chemin particulier de l'histoire de l'Allemagne au sein de l'Europe, et qui est quelque chose qui est source de beaucoup de problèmes au niveau des nations européennes. Alors cette nation ancienne, on peut la trouver dans l'histoire de nombreux peuples. Pour ce qui est des Français, elle date du Moyen-Âge. Bon, c'est là on voit apparaître un sens politique de la nation qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les dictionnaires et de nombreux ouvrages en passant, mais qui montrent que la définition emporte l'idée de peuple, d'un peuple qui s'est formé à la fin du Moyen-Âge d'un point de vue politique. Il y a, durant la période de la fin du Moyen-Âge, quelque chose que moi j'associerais volontiers au terme de révolution, s'il n'était pas difficile à manier, c'est-à-dire un moment où la monarchie française reprend le contrôle de la société qui est passée pendant quelques siècles à la féodalité, et au moment où le roi de France, s'exprimant dans le cadre d'une crise extrêmement dure, ce qui est celle de la guerre dite de 100 ans, donc d'une série de guerres successives, mais qui durent un siècle, où l'on trouve en même temps une crise politique avec les souverains anglais, une crise démographique avec l'arrivée de nouvelles maladies, la peste noire, c'est-à-dire la peste pulmonaire qui prend le pas sur la peste bubonique, dont on pouvait éventuellement se tirer, Saint-Roch en étant un exemple, et une crise économique qui résulte de cette crise sanitaire et démographique et qui marque un effondrement de la production en France. Et cet ensemble de crises dans laquelle se perd la féodalité médiévale, comme ça, permet au roi de prendre le contrôle. Or, le roi de France, à cette époque-là, quand il s'adresse à son royaume, emploie l'expression « patriae nostrae » dans ses ordonnances, c'est-à-dire nos patries. Il y a
pour lui différentes nations. Le mot est employé au pluriel, dans le sens qu'il avait depuis Isidore de Séville, donc depuis des siècles, c'est-à-dire les natifs d'une région et la communauté qu'ils forment. Oui, je rappelle aux auditeurs que nation, évidemment, ça a rapport avec naissance. Oui, nascere. Nascere Voilà. en latin. À l'origine, c'est ça. À l'origine, c'est ça. Et là, il passe en quelque temps d'une adresse aux nations de France, aux patries de France. Les pays de France, ça se trouve plus rarement dans les ordonnances royales, à la nation de France. La France se constituant, le mot France se constituant au même moment pour désigner le royaume tout entier. Alors, nation de France, on trouve cette occurrence à la fin du Moyen-Âge. On trouve déjà cette occurrence, la nation de France, à la fin du Moyen-Âge. Alors, j'avais mémoire qu'au milieu du Moyen-Âge, déjà, le roi de France n'est plus le roi des Francs et des autres, mais il devient le roi de France, ce qui est quand même une mutation. Alors, peut-être que c'est Philippe Auguste ou Philippe le Bel, mais bon, je ne suis pas médiéviste. D'une part. D'autre part, j'ai souvenir d'une discussion avec mon ami l'historien Guy Bois, qui était un historien qui pratiquait l'économie, la démographie, c'est devenu assez rare. Et quand je demandais à Guy, mais pour toi, quand est-ce qu'est née la nation française ? Pour lui, effectivement, il reprenait, il avait un autre critère que je vais donner tout de suite, ce que tu viens de dire, en disant, en Normandie, il est arrivé que les Anglais étaient incapables, en fait, de prévoir les attaques. Le pays leur était devenu totalement hostile. Ce n'est pas les féodaux français qui menaient la guerre, c'est le peuple directement. Et là, on peut dire que dans ce creuset de la guerre de 100 ans, donc effectivement, l'anglais était ressenti comme un étranger et la nation française se construit par la bataille, finalement, par la volonté d'être libre. Alors, il faut être prudent avec la nation d'étrangers par rapport à tout ça. On est étranger dans des circonstances multiples. Mais ce qui est vrai, c'est que dans le cours de ces guerres successives qu'on appelle la longue guerre de 100 ans, on trouve mention de prise en compte de ces combats qui sont au départ des combats pour une querelle dynastique entre roi de France et roi d'Angleterre. Cela finit par devenir des combats avec un peuple qui essaye de prendre le contrôle de sa vie, tout simplement, et de sa vie sociale, de sa vie économique, etc. Ils sont pillés régulièrement, ils souffrent énormément. Et alors, on a des héros qui vont devenir des héros de la nation française jusqu'à aujourd'hui. Le cas de Jeanne d'Arc, qui est un cas particulier, qui, elle, va venir au secours de la monarchie. En fait, Jacques Le Goff le disait souvent, Jeanne d'Arc, c'est le plus grand homme politique de l'époque. Bon, je lui laisse la responsabilité de l'homme politique, mais il y a d'autres héros. On les apprenait autrefois quand j'étais tout petit à l'école primaire, le Grand Ferré, par exemple, qui sont des héros populaires, et il y en a encore d'autres. On en trouve effectivement beaucoup qui sont le témoignage de la participation des peuples du roi de France à cette guerre contre l'anglais, contre l'envahisseur, contre celui qui pille et qui ne défend pas. Donc c'est quelque chose de nouveau en France à cette époque. Avant de revenir à des périodes plus modernes et contemporaines, je voulais reculer un peu plus dans l'histoire.
Souvent, il existe une mode qui consiste à dire, c'est assez grotesque, surtout pour des gens qui ne connaissent pas vraiment le sujet, que les Gaulois n'ont pas existé, etc. etc. Bon. Mais ne peut-on penser tout de même que la romanité et le moment celtique où les tribus celtiques, ça correspond à peu près à nos départements de maintenant, il y en avait pratiquement une centaine en fait, n'ont-ils pas joué un rôle essentiel dans l'aménagement du territoire de ce qui va s'appeler la France? Est-ce qu'on peut passer sous silence cet héritage-là dans la constitution de ce qui sera par la suite la nation française? Alors, l'aménagement du territoire, pour employer une expression moderne, très, très contemporaine, on peut, oui, mais on peut le dire en invoquant l'idée d'un peuple, deux peuples, etc. Il y a effectivement un moment assez riche et intéressant qui est celui de la Gaule romaine. Alors, les amateurs d'Astérix le Gaulois me pardonneront de faire de ce moment un moment assez riche, mais malgré tout, c'est un moment faste, effectivement, où un peuple de paysans se met à travailler d'une manière extraordinaire un pays pour le rendre, en faire ce qu'on appellera plus tard le jardin, le jardin français. C'est quelque chose de très intéressant de voir se constituer au cours des siècles, parce que ça va dépasser, ça prend racine là, mais ça va dépasser, et de loin dans le temps, cette période, je reprends volontiers l'expression, ce qu'on appellera le jardin français, et la beauté aussi de nos paysages. Il faut toujours se référer à cela, et c'est pas, et là je vais dire quelque chose qui est un simple point de vue, c'est pas parce que depuis 50, 60 ans, on s'acharne et on continue de s'acharner à détruire ce chef-d'œuvre qu'était la constitution de ces paysages intelligents, remarquablement cultivés, même si c'était insuffisant pour nourrir tout le peuple de France. C'est pas parce que maintenant on en fait quelque chose de regrettable en le recouvrant de ce que Jancovici appelle les miroirs magiques et les moulins à vent, ce qui ne nous sortira pas d'affaire d'ailleurs, qu'il ne faut pas saluer la première et le premier des chefs-d'œuvre du peuple français, c'est-à-dire la constitution de campagnes intelligemment construites, cultivée et esthétiquement très belle. Il y a quelque chose là qui est un héritage auquel nous devrions réfléchir au moment où, pendant que nous parlons, peut-être un ou deux paysans vont se suicider. Oui, évidemment, j'y pensais et ma question sur ce moment celtique puis gallo-romain était en tête. Ce sont des paysans qui ont fait la France. Et nous avons une dette à cet égard, et je crains que cette occultation que j'évoquais tout à l'heure ne vienne tout simplement de l'idéologie de gens qui estiment de rien avoir à devoir à quiconque, et qui pensent que du passé on peut faire aisément table rase, ce qui est quand même assez étonnant pour des gens pour qui tout est construction historique et sociale, mais je laisse cela de côté. Je vais maintenant revenir à la fin du XVIIIe, à Vive la Nation. Alors, quand l'armée de l'an 2 va dire Vive la Nation, en fait, elle annonce la nation démocratique, au sens où cette construction politique
aura effectivement un riche avenir. Mais aujourd'hui, rétrospectivement, ne peut-on penser tout de même que la définition que tu as rappelée tout à l'heure, qui est aussi une reformulation de ce que disait l'encyclopédie, c'est-à-dire une nation, c'est un peuple qui vit sous les mêmes lois. Bon, il y a la question de la production de la loi, mais ça j'y reviendrai. Ça implique quand même des mœurs communes, on va dire un fond civilisationnel. Autrement dit, oui, on peut crier « Vive la nation », « Vive l'organisation démocratique du peuple », mais encore faut-il que les mots aient à peu près le même sens pour tout le monde, qu'on partage suffisamment de principes de vie pour que tout cela ait un sens. Donc autrement dit, est-ce qu'on n'a pas eu tendance, à cause de cette définition venue des Lumières, à oublier tout de même le fond culturel qui fonde la nation? Alors là, il y a un problème pour les historiens à résoudre de ce point de vue. Il n'y en a pas qu'un d'ailleurs, qui est toute la période dite d'histoire moderne, que les historiens français appellent aussi l'Ancien Régime. C'est d'ailleurs, j'ai eu un petit moment très court dans ma carrière, comme beaucoup de gens de ma génération, un petit passage par l'enseignement secondaire, avant de gagner le CNRS et l'école des hautes études. Et dans ce petit passage, j'ai eu évidemment prioritairement les quatrièmes en arrivant, jeune prof, c'est-à-dire la classe que personne ne souhaite avoir parce que c'est un moment où il change beaucoup. Disons que ceux qu'on a au début de l'année ne sont pas les mêmes que ceux qu'on aura à la fin de l'année. Mais là-dedans, quand on commence le cours de quatrième qui s'appelait « Les temps modernes », et les temps modernes, pour les historiens français, c'est ce qui va de la Renaissance aux Lumières, du XVIe au XVIIIe siècle. Ça ne s'appelle pas comme ça dans d'autres pays. Les historiens anglais et américains appellent ça pré-moderne, la modernité étant réservée à ce que nous, en France, nous appelons l'époque contemporaine, qui est l'époque de la modernité, cette fois. Alors, de la seconde, la vraie, je ne sais que dire. En tout cas, c'est comme ça que cela fonctionne. Et quand vous commencez le cours de quatrième en disant « cette année, nous allons étudier la période moderne », vous l'expliquez et vous dites « chapitre 1, l'Ancien Régime, celui qui rigole ou celle qui rigole, c'est le plus malin qui a compris qu'il y avait un problème ». Et il y a un problème. Parce que Ancien Régime, c'est ce que les révolutionnaires français utilisaient comme expression pour désigner ce qu'il y avait auparavant. Époque moderne, c'est ce que les historiens de la culture voyaient sous la forme d'une première modernité apparaissant avec la Renaissance, qui est la renaissance des principes des philosophes de l'Antiquité. Il faut toujours le rappeler. Tout ça est incroyablement compliqué et je vous assure que en faisant une stylisation stricte comme doivent le faire les profs du secondaire, c'est assez compliqué à manier face à un public qui peut se permettre d'être rigolard de temps en temps. Bon, ça se ferme cette parenthèse, mais il ne faut pas oublier que pour revenir à notre nation, elle court dans un sens politique, d'abord, pendant toute la période. Ce que vous rappeliez de la définition de l'encyclopédie pose des tas de problèmes à l'historien. Parce que si vous cherchez dans les dictionnaires de l'époque, c'est la même définition donnée pour l'État. Et ça, c'est un gros problème. L'État et la nation ont parfois, souvent, la même définition dans les textes. Et alors on peut résumer ça en disant, ben voilà, l'État-nation, il est là.
Mais comme il n'est pas là pour tous les autres peuples d'Europe, il est là pour les Anglais aussi, ce qui pose un autre problème avec leur royaume uni, c'est-à-dire plusieurs royaumes réunis sous même autorité monarchique. Il y a une grande diversité d'appréhension. Et pourtant, cette idée de nation, elle va se développer partout, dans toute l'Europe, avec même ce que nous appelons des principautés territoriales, pour éviter le mot, mais qui recouvrent des régions de France devenues des provinces, qui espéraient, pouvaient devenir des nations. Je pense à la Bretagne ou à la Bourgogne. Bon, voilà des motifs de s'interroger sur ce qu'est la nation pendant cette période moderne qu'on appelle en France l'Ancien Régime. Si on se situe là où vous vous situez, c'est-à-dire du côté de la Révolution française. Et donc, la nation telle que la promeut le roi de France dès la fin du Moyen-Âge, en pleine crise, alors que lui va continuer à utiliser le principe dynastique et des alliances dynastiques, source de guerre, avec d'autres familles régnantes dans l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire? Et la nation est un peu mise sous le boisseau, elle va réapparaître au XVIIe siècle. Mais Louis XIV a une belle phrase pour expliquer ça dans ses mémoires. En France, la nation est tout entière contenue dans le corps du roi. C'est une expression qui devrait faire plaisir aux cantorovixiens et ils devraient s'interroger de ce point de vue. Mais malgré tout, là où nous trouvons le plus mention de la nation, c'est dans des textes venus des élites intellectuelles, voire monarchistes, voire nobles ou ecclésiastiques. Et le roi de France joue donc sur deux terrains différents, sur le principe dynastique qui l'oblige à s'investir envers des pays voisins et qui est source de conflits répétés. Les guerres Louis XIViennes en sont un bon exemple. Et de l'autre côté, de jouer sur cette idée de nation, cette idée d'État aussi, qui sont plus ou moins mis en parallèle alors qu'ils sont liés. Cela vient aussi des faits historiographiques. Par exemple, pour l'histoire de cet État, les Français n'en ont pas la même définition, les historiens français, que les historiens allemands, par exemple. Chez les historiens allemands, il n'y a État que s'il y a bureaucratie. Chez les historiens français, il y a déjà État s'il y a un personnel politique dédié à certaines fonctions, ce qui n'implique pas l'éclosion d'une bureaucratie. Donc, qui va venir de toute façon en France aussi, bien sûr. Mais à partir de ce moment-là, il y a État pour tout le monde. Et ça, c'est un problème qui n'est pas encore vraiment résolu par l'histoire politique française, qui, contrairement à une idée reçue, a parfois certains retards à l'allumage, si je puis dire. Pour ce qui est de la Révolution française, elle hérite de ça. Et Tocqueville, même s'il ne s'appuie que sur deux grands cas, le cas de Sully et de Henri IV, le cas de Colbert et de Louis XIV, a quand même raison de marquer une certaine continuité dans la politique française sur ce chapitre
de la nation. Mais ce qui change malgré tout, et Tocqueville évidemment appuie là-dessus comme les autres, radicalement, c'est le basculement opéré par la Révolution française de la souveraineté qui passe du roi au peuple. Et là, on a le principe moderne de la nation qui devient le fondement même de la démocratie. Et sa mise en cause actuelle, tant par l'Union européenne que par les différentes factions des extrêmes de droite et de gauche, est un crime politique. Il ne faut pas hésiter à le souligner. Alors, je voulais en venir un peu, maintenant qu'on a parlé de la nation, de sa définition, de ses origines multiples, complexes. C'est vraiment une histoire chatoyante, hein, à bien des égards. Maintenant, quel est l'avenir, en fait, de cette idée ? Et là, vous mettez en évidence le fait que des constructions nouvelles, institutionnelles, auraient pour projet finalement de détruire d'une certaine façon le fait national parce que la nation est devenue un problème. Alors, avant de s'intéresser à la question des élites européennes ou européistes, ou des extrêmes dont on parlait tout à l'heure, qui effectivement partagent des idéologies d'ailleurs anti-républicaines, et ce n'est pas un hasard, comment expliquer, alors là on pourrait y passer toute la nuit, mais c'est pourquoi, si vous répondez en 5 minutes, ça sera très bien, mais comment expliquer ce retournement, en fait, chez beaucoup d'intellectuels français, sur cette question nationale qui est devenue, la nation comme objet d'exécration. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il que ces gens, d'ailleurs, qui sont de bons fonctionnaires payés par l'État-nation, en viennent à décrier en permanence la nation, le fait national, et, je précise, pas pour tout le monde, parce que les autres nations générales extra-européennes, c'est très bien, mais la nation française poserait un problème insurmontable pour ces intellectuels, justement, on va dire, ces intellectuels d'État. Alors là, il y a une multiplicité de facteurs qu'il faudrait pouvoir regarder les uns après les autres. Premièrement, les mots du politique et de la politique sont des mots qui sont galvaudés de manière inconséquente, notamment dans la plupart des médias. Honnêtement, et en se trompant, ou malhonnêtement, de manière intéressée, ça c'est quelque chose que nous saurons plus tard, trop tard et peut-être jamais, mais il y a ce clivage autour de la construction européenne. La construction européenne, on essaye, tout le monde peut à l'heure actuelle s'en rendre compte, on essaye de faire croire que l'Europe est une nation. C'est un problème qui a déjà été posé dans différents pays, par exemple à travers la notion d'empire. Les historiens allemands considèrent que l'empire a pu être une nation, la chose est discutée, le Saint-Empire romain germanique en clair, la chose est discutée chez eux, mais ce qui leur apparaît comme pratiquement certain à la majorité d'entre eux, de ces historiens allemands, c'est que la matrice de la construction de l'Union européenne, c'est le Saint-Empire romain germanique, commun à tous les peuples d'Europe, ce qui est faux, puisque 2 peuples y ont échappé, l'Angleterre, réfugiée dans son île de ce point de vue-là, mais sur le continent, la France. Et donc, il y a là
un premier problème. Un deuxième problème, c'est les conflits successifs engendrés par les différentes définitions de la nation à l'époque contemporaine, entre celles qui impliquaient du fait de la souveraineté restituée ou récupérée par le peuple, et celles qui ne l'appliquaient pas encore. Et de ce point de vue, ces conflits ont donné lieu à des mouvements culturels dans les différents pays qui sont graves. On insiste toujours, par exemple, pour donner un exemple de l'époque contemporaine, sur les effets désastreux du traité de Versailles sur l'Europe centrale et l'Allemagne. Mais on ne dit pas grand-chose des effets désastreux de ce qui s'est passé au moment de la défaite de 1870-71 des Français face à l'Allemagne. Je rappelle que l'unité allemande est quasiment proclamée à Versailles, que les Allemands ont mis le feu à la cathédrale de Reims pour ce qu'elle représentait, c'est-à-dire ce refus des rois de France, par ailleurs certains d'entre eux ayant été candidats à l'Empire, de s'intégrer dans le concert des nations européennes formées par le Saint-Empire romain germanique. Tout cela est extrêmement important. On ne peut pas comprendre la division intellectuelle des Français face à l'Allemagne si on ne comprend pas les effets de cette défaite de 1870 d'un pays qui se sentait être bien plus en avance que son voisin allemand, et d'un certain point de vue, du point de vue du jeu des temporalités, il pouvait l'être, mais il avait été rattrapé et même dépassé, notamment dans le plan économique. Bon, déjà. Et cet effet a énormément troublé la conscience française. C'est-à-dire qu'il y a eu un sursaut lié à d'ailleurs une réaction. On ne peut pas comprendre la politique de Jules Ferry vis-à-vis de l'école, comme vis-à-vis d'ailleurs de son engagement dans la colonisation française en Afrique. On ne peut pas la comprendre sans avoir en tête cet arrière-fond que représentait la défaite française du Second Empire. C'est quelque chose d'extrêmement important. Comme ça, il y a un livre de Claude Dijon là-dessus qui est assez intéressant. Surtout que, d'une certaine façon, cette politique a marché, a fonctionné. On a empêché les Allemands de vraiment développer des colonies. On a rattrapé le retard dans l'instruction et l'éducation allemande. La preuve par ces merveilleux poilus et leurs sous-officiers qui sont prioritairement recrutés chez leurs instituteurs, c'est-à-dire les hussards de la République. J'ai eu la chance d'avoir les derniers spécimens de ces personnages et il pourrait y en avoir quelques-uns ici sur les photos. Mais 1940 est encore un point de cassure dans le personnel politique français, mais aussi dans le peuple français. C'est-à-dire, c'est quelque chose dont il faut se rendre compte toujours pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Parce que la notion d'Europe, elle n'a pas besoin d'Union européenne pour exister. C'est une civilisation
C'est pas un continent géographiquement déterminé. C'est la pointe d'un continent qui s'appelle l'Eurasie. Et pourquoi il s'appelle Europe et il est distingué? Il est distingué parce que là, il y a une frontière de civilisation forte. Les civilisations européennes n'ont pas tous les points en commun avec les civilisations asiatiques. C'est là qu'il y a la différence. Mais on peut aller d'Europe en Asie et d'Asie en Europe sans se mouiller les pieds, si je puis dire. Bon, donc l'Union européenne, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on devrait s'interroger beaucoup, notamment avec ces glissements sur souveraineté européenne. Qu'est-ce que ça veut dire quand un président de la République française parle de souveraineté européenne? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de nation européenne? Ce qui n'a jamais existé à aucun moment de l'histoire, depuis les Gaulois jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut... Qu'est-ce qu'on est en train de faire par un jeu de glissement médiatique? Il y a quelque chose de politiquement malhonnête. Alors, c'est là où je voulais en venir. Et permettez-moi d'interpréter le développement que vous avez eu sur 1870 et 1940. Au fond, la conscience française a été blessée en 1870, mais le mal était rattrapable. Et la première Troisième République l'a montré, d'une certaine façon. Elle n'avait peut-être pas de constitution, mais la faune et un personnel politique était à même, et on voit ici le tigre, de gagner cette guerre. Bon, mais 1940, ça, ce n'est pas rattrapable de la même façon. Peut-être que c'est là, effectivement, qu'est née la conviction, je dirais, de soumission à l'Europe comme destin. J'en veux pour preuve, et ça paraîtra scandaleux à beaucoup, Lucien Rebattet, qui expliquait que l'Allemagne avait montré que la démocratie, c'était quelque chose de retardataire, et qu'il fallait précisément que la France adopte le modèle allemand. C'était la fameuse rédemption par l'étranger. Alors il écrivait ça un peu avant l'effondrement de 40, hein. Mais on a quand même l'impression que ces élites défaites n'ont trouvé d'idéologie de substitution à l'idée nationale, qu'au fond, d'ailleurs le personnage équivoque de Mitterrand est peut-être là pour nous donner les signes, pour reprendre la pensée d'un Rebattet qui disait « Nous avons échoué, nous ne sommes pas grand-chose, soumettons-nous au plus fort, ils vont nous donner la voie à suivre. » Est-ce qu'on ne peut pas penser, alors c'est une hypothèse assez osée, hein, mais qu'il n'y a pas dans cette blessure mortelle de l'unité nationale en 40, De Gaulle étant une exception, lui-même ayant conscience qu'il avait sauvé un peuple qui était tombé très très bas, d'une certaine façon, et comme il le disait à Malraux, après moi, tout ce qui se passe en ce moment, déjà c'était Pompidou, n'a plus rien à voir avec moi. Donc, si je mets de côté la parenthèse gaulienne, est-ce qu'on peut dire que, quelque part, cette nation française a été endommagée de façon terrible en 40, et que cela explique beaucoup de choses sur la démission des élites nationales subséquemment? Alors, si on se réfère à une histoire politique de longue durée, qui n'est pas véritablement faite, qui n'est pas achevée, qui a été reprise par l'école des annales assez tardivement et puis abandonnée au profit de l'histoire mondiale, l'histoire par l'extérieur, l'histoire par l'étranger, comme si il n'y en avait pas d'autre possible. On pourrait partir de ce qu'ont fait les historiens français au XIXe siècle. Si on s'amuse à tous les aligner sur une même liste, et il y en a beaucoup,
c'est le moment fort de l'histoire qui essaye de se constituer comme un savoir savant, méthodique. On s'aperçoit que tous nos grands historiens que nous lisons encore, certains comme Michelet, Guizot, d'autres, ont écrit des chefs-d'œuvre. Quinet, le moins connu, des femmes d'ailleurs là-dedans, que les femmes ignorent complètement, nos femmes, mais on peut voir qu'ils procèdent tous de la même façon. Je prends que quelques exemples, parce que ce serait très long. Ils commencent par s'interroger sur qu'est-ce qu'a été ce grand mouvement auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, de la Révolution française et de sa manière par la nation de fonder la démocratie politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le renom de cette révolution en Europe et dans le monde est bien connu, même si on veut l'oublier aujourd'hui. Donc, ils s'interrogent là-dessus. Ils font donc d'abord une histoire de la Révolution française. Guizot, Michelet, Quinet, Taine, Thiers, etc. Donc, d'obédience politique très différente. Et après, les meilleurs d'entre eux, à mon avis, vont chercher dans ce qui s'est passé avant et constituer une histoire de France qui va venir jusqu'à la Révolution française. Donc vont essayer de trouver les racines de ce grand moment révolutionnaire sur lequel on peut encore s'interroger, et certains s'interrogent. Peut-on dire que les révolutions successives que nous voyons depuis la Révolution française apportent réellement quelque chose de neuf ou de viable? On ne le sait pas. Certains pensent qu'il n'y a pas réellement eu d'autres révolutions que celle-là et celle de ceux qui l'ont recopiée. Donc un grand moment révolutionnaire qui accompagne d'ailleurs une autre révolution, les révolutions anglaises de l'industrialisation généralisée, qui fait que nos sociétés se définissent jusqu'alors comme des sociétés industrielles, ayant remplacé les sociétés d'Ancien Régime. Et les historiens n'ont pas hésité à parler d'Ancien Régime démographique, d'Ancien Régime économique, et à magnifier la coupure révolutionnaire, ce qui, de ce point de vue, devrait être peut-être un peu tempéré, dans la mesure où ce passé prépare cette société dans laquelle nous sommes. On peut dire que ces historiens pensaient aussi du XIXe siècle à l'Europe. J'en veux pour preuve qu'ils font leur histoire de la Révolution française. Ils en cherchent les causes dans le passé de la France. Mais aussi, ils vont regarder ce qu'ont fait les autres. Sismondi avait même commencé dans l'autre sens. Il commence par faire Sismondi économiste. Sismondi qui n'aimait pas Schlegel et le manifestait quand il était dans le groupe de Copé, derrière Madame de Staël, qu'il vénérait. Sismondi qui, avec Benjamin Constant, a essayé de rendre un peu plus démocratique le premier empire de Napoléon, avec les actes additionnels aux constitutions de l'Empire. Il avait regardé ça dans les républiques italiennes du Moyen-Âge, ce qu'on appelle la Renaissance. Et il avait trouvé là des racines du républicanisme.
il a ensuite écrit une énorme histoire des Français, qui évidemment tout ça est dépassé parce qu'il n'avait pas accès aux sources originales. Mais dès Guizot, Michelet, etc., ces gens-là ont accès aux sources originales. Et ils procèdent, donc comme j'ai dit, comme ça. D'abord la Révolution française. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Et c'est pas vieux pour eux. Ensuite, comment on peut l'expliquer par le passé lointain? Mais aussi, qu'est-ce qu'on a fait à l'étranger? Comment les étrangers cherchent à expliquer ce moment formidable d'accès à une deuxième modernité ou à une modernité tout court pour beaucoup de peuples? Bon. Et là, ils vont regarder ailleurs. Quelquefois, ils ne peuvent pas aller très loin. Mais enfin, c'est le moment où Michelet traduit Vico, l'extraordinaire Vico. C'est le moment où Quinet traduit Herder, un extraordinaire Herder aussi, qui sont des gens qui vont être très importants pour la transmission d'un héritage français dans leur propre pays. Et ça, il y a encore beaucoup de travail à faire pour expliquer ce phénomène. Donc ils ont pensé à l'Europe aussi, mais ils n'ont pas pensé à l'Europe dans les termes dans lesquels nous y pensons. C'est-à-dire ils n'avaient pas l'intention, l'ombre d'une minute, de nier l'importance du fait national dans l'histoire européenne. Ils associaient, et ils ont raison, l'histoire de la civilisation qu'est l'Europe occidentale n'a pas besoin de l'Union européenne pour fonctionner. Vous êtes économiste, je suis historien, nous le savons bien tous les deux, que tous les grands économistes étaient reliés les uns aux autres, comme tous les autres savants d'ailleurs. Ils échangeaient des écrits et ils circulaient en Europe. L'Académie des sciences de Louis XIV fonctionnait avec des gens qui venaient de partout. D'ailleurs, la première carte détaillée et exacte et très intéressante du royaume de France, c'est la carte des Cassini. Et c'est ce qui faisait dire au roi Louis XIV, « Messieurs mes géomètres, avec leurs beaux calculs, m'ont réduit le royaume d'un quart. » Bon. Donc, ce qui prouve que ce roi réputé imbécile par certains historiens avait un humour plus intelligent qu'eux. Mais donc, on voit par là, dans tout cet ensemble, que ce que nous sommes en train de faire est quelque chose qui ne tient strictement aucun compte de toutes ces données de l'histoire. C'est de la faute des historiens sans doute, c'est de la faute du fait qu'ils ne font pas assez de synthèse sur ces sujets-là, ou qu'ils ne relient pas correctement les phénomènes entre eux. Là, la façon de pratiquer l'histoire avec des carottages très précis et très profonds quelquefois, et qui donnent des résultats très beaux, encore maintenant, comme ça, mais qui ne sont reliés à rien d'autre. Et certainement pas, surtout pas, à l'enseignement de l'histoire dans les collèges et les lycées, ça je peux en témoigner, et certainement pas non plus à l'histoire politique telle qu'elle se pratique. Je vais donner un simple exemple qui nous concerne d'un historien de Sciences Po qui m'a dit un jour, alors que j'avançais le problème de la nation dans ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle, c'est un concept qui ne fait pas partie de mon arsenal. Ah oui, c'est assez extraordinaire. Et ce qui me permet de rebondir sur une triste nouvelle qu'un ami m'a envoyée il y a peu, d'un projet de la bureaucratie européenne
qui vise justement, comme disent, c'est le langage des destructeurs, ils se disent déconstructeurs, à liquider l'histoire nationale au profit d'une histoire européenne. Alors, évidemment, on a un prototype là-dedans. Je pense à l'inénarrable Monsieur Boucheron, dont mon ami Guy Bois pensait qu'il était probablement plus un entrepreneur qu'un historien. Mais ça, c'est un autre sujet, et laissons de côté cette polémique qui pourtant serait intéressante. Et donc, dans ce genre de projet, effectivement, bien évidemment, la nation disparaît, mais assez curieusement, on a du mal à comprendre ce que serait qu'une histoire, d'ailleurs politique, d'emblée européenne, comme je le faisais observer il n'y a pas très longtemps. Oui, effectivement, sous le Troisième Reich, on avait peut-être une histoire de ce genre-là. À l'époque napoléonienne, peut-être, mais de toute façon, même ces histoires-là seraient inconcevables sans les histoires nationales spécifiques, évidemment, qui s'inscrivent dans un terreau de civilisation européenne, mais qui appartient à un autre ordre d'analyse. Donc, on a du mal à comprendre comment ces gens-là vont faire, sauf à dire que finalement, l'Europe, c'est le nom de ce qui n'a pas de nom. C'est quelque chose qui, en soi, ne peut pas avoir de génie propre, de particularité, de propre, d'une certaine façon. On a du mal à concevoir ce que sont ces peuples, ces nations de l'Union européenne, dans ce complexe bureaucratique qui veut se légitimer, qui s'appelle l'Union européenne. Comment vous concevez-vous une histoire européenne qui ne serait qu'européenne et mondiale, et pas du tout nationale? Qu'est-ce qu'on raconterait? Alors moi je ne la conçois pas, mais comme ça a été tenté à différents moments. Il y a eu en livre de poche, dans les années 70 je crois, une série qui s'appelait Histoire du monde, qui, je ne sais pas quel est son destin, mais plus personne n'en parle. Il y a eu une tentative de faire une histoire de l'Europe qui n'a pas très bien marché. Ce sont souvent des collages qui sont faits les uns derrière les autres, c'est-à-dire où l'on retrouve les nations, même si on ne les appelle plus comme ça, les unes à côté des autres. Et par contre, quelque chose de plus intéressant, c'était de faire du comparatisme. Et ça, c'est très instructif. Ce serait même instructif pour l'idée d'Europe, même l'idée d'une union politique de l'Europe. Sauf qu'on bute tout de suite sur quelque chose qui est difficile à faire passer, c'est-à-dire fédéralisme ou confédéralisme. Alors, l'idée de confédération d'États-nations que Jacques Delors, qui vient de disparaître lui-même, prônait, a fait son temps. Lui-même, à la fin, parlait, on ne savait plus si c'était confédération ou fédération, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et on procède par des glissements de sens, par exemple le mot souveraineté. On ne parle plus du tout de souveraineté nationale, et alors encore moins de souveraineté populaire, et comment l'une et l'autre s'articulent l'une avec l'autre. On parle de souveraineté alimentaire, souveraineté, et même récemment de souveraineté militaire, ce qui était très drôle dans le cadre de l'OTAN. Bon, enfin, la souveraineté militaire des pays européens, moi je ne la vois pas très bien, mais peut-être je suis aveugle. Et le mot souveraineté est galvaudé de cette manière. On fait des corrections, par exemple les nouvelles régions françaises, qui n'ont strictement aucun sens historiquement parlant. Strictement aucun. Géographiquement non plus. Alors, étant donné qu'on a enterré depuis longtemps la magnifique école géographique française pour faire des histoires bizarres qui n'ont ni queue ni tête, histoire de la sexualité, la géographie de la sexualité, moi je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça, mais c'est parce que je suis idiot. Par contre, on pourrait essayer de combattre ça efficacement
si les historiens, les sciences sociales voulaient bien s'interroger sur ces problèmes politiques. Le font-ils? Le font-ils vraiment? L'usine a fabriqué du consensus politique envers l'Union européenne qui s'appelle Sciences Po. La façon dont on éduque toute une jeunesse française dans l'idée « vous serez les futurs grands et hauts fonctionnaires de l'Union européenne et de la France », alors qu'on sait très bien maintenant que quand ils sont hauts fonctionnaires en France, ils émargent aussi à la direction d'entreprises diverses sur la planète, n'importe lesquelles, quelquefois françaises, quelquefois celles qui sont vendues à la découpe à l'étranger. On n'a plus grand-chose quand même, il va falloir qu'ils renouvellent les choses. On voit disparaître avec nos paysages la paysannerie française, complètement, comme ça. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans le peuple français. Et peut-être est-ce pour ça que, bien ou mal inspiré, il retrouve le chemin de la nation, de la souveraineté et de sa souveraineté. L'idée que sa souveraineté est en train d'être perdue, galvaudée, est une idée maintenant courante dans le peuple français. Alors, j'aimerais en terminer par là. Vous avez prononcé tout à l'heure l'expression terrible de crime politique. Oui. Alors, j'imagine que vous aviez en tête le processus, mais aussi des moments de ce processus, comme 2007, où en 2007, par des actes parlementaires, on a enterré effectivement ce qui s'est passé en 2005. Bon. Est-ce que vous pourriez me dire, donc pour conclure, dans quelle mesure pour vous, cette faute morale, car je crois que c'est une faute morale des représentants de la nation, est aussi un crime politique? C'est sans doute une faute morale, encore qu'on peut avoir une idée un peu supérieure de ce qu'est la morale pour parler de cela. Mais je prétends que c'est plus qu'une faute politique, c'est un crime politique. Parce que, par rapport à ce que j'ai dit sur les historiens français du XIXe siècle, et aussi sur ceux du XXe siècle, il y avait une tradition chez eux, et chez les plus grands d'entre eux. On a eu une magnifique école historique, celle des Annales, qui regardait dans le monde entier, qui regardait dans l'Europe entière, mais dont tous les historiens terminaient leur carrière par faire une synthèse sur l'histoire de la France. Bon, donc l'histoire d'une nation. Les mêmes qui, pour leur sujet particulier, prenaient le cadre de la France pour faire leur synthèse provisoire. Bon, on a eu tout cela. On ne s'appuie plus là-dessus. Ça n'intéresse plus. La faute morale, elle pourrait être un peu facile, disons, à distribuer. Je ne suis pas là ni ailleurs pour ça. Par contre, le crime politique, il y en a un. Je n'hésite pas à employer l'expression. Parce que même si nous voulions faire réellement une Union européenne pacifique et d'autre part une Union européenne d'avenir, il faudrait faire une Union européenne réellement politique et réellement démocratique. Il y avait par différents textes pris dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale une foi
régler les problèmes entre puissances par l'absurde, par un monde découpé en deux, donc entre ceux qui étaient sous la mouvance soviétique et ceux qui étaient sous la mouvance américaine, il faut quand même le dire, même si, puisque vous en parliez tout à l'heure, De Gaulle avait réussi, outre à nous sortir des pattes de l'Empire allemand, le plus détestable de toute la série, il avait réussi aussi au passage à nous sortir de l'Empire américain par 2 fois dès la libération. Bon, on oublie ce que le gouvernement américain voulait faire de la France à ce moment-là. La même chose que pour l'Allemagne. Une occupation et une suppression de la souveraineté nationale française. Temporaire peut-être. Bon, mais c'est De Gaulle qui a aussi empêché ça. 2005. Les choses sont visibles à l'œil nu. 2005, qu'est-ce qui est fait ? On fait un traité de constitution européenne, dont je rappelle quand même que M. Giscard d'Estaing, président de la République française, avait été aux avant-postes pour ce grand moment, qui devait être un grand moment pour à peu près tout le personnel politique français. Il l'a prouvé par la suite. Or, qu'est-ce que c'était que cette constitution ? C'est l'ensemble des traités qui liaient les pays européens, y compris les traités économiques et financiers. Ceux qui sont en train de tuer notre paysannerie et qui ont tué notre industrie. Faut-il le rappeler sans cesse ? Faut-il rappeler sans cesse que le logiciel économique de l'Union européenne est un logiciel économique qui devrait faire frémir tout ce qui se réclame du centre, de la gauche, même la gauche molle, et de la gauche dite forte. C'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'ils font ? À quoi pensent-ils ? Pense-t-il que la nation n'a pas de soubassement économique, que sa pensée économique n'est pas modulée par sa pensée sociale, elle-même fruit d'une pensée politique? Il y a tout ça à reconstruire. Or, y compris ce qui est écologique, est-ce qu'on peut me dire qu'il y a une raison quelconque de transformer l'Europe dans ce qui n'est pas encore dit, mais certains commencent à le dire, en une sorte d'empire? Et puis, est-ce que vraiment on en retrouvera le moyen d'avoir des décisions mondiales? Entre qui, s'il n'y a plus de nation, au fait? Et en quel type de nation? Comment est-ce faisable? Comment est-il faisable que des pays, notre pays même, puissent continuer à exister sans frontières? Les frontières ne sont que des moyens de régulation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun lien avec les autres. J'ai voyagé dans tous les pays d'Europe pour aller porter la bonne parole de la science historique française et dans beaucoup de pays à l'étranger. Bon, tout ça se passait bien. J'ai pas eu besoin d'avoir un empire européen sous prétexte d'avoir une Union européenne. De quoi il retourne ? Il y a quelque chose d'ailleurs de difficile à observer dans la mesure où cette construction européenne ne fonctionne pas comme un État démocratique et impose ses règles à des nations européennes
qui sont les garantes de la démocratie en Europe. Comment ceci peut-il durer ? C'est absolument impossible à trouver et malheureusement, le personnel politique français, qui est maintenant totalement déconsidéré dans le peuple français, il suffit d'aller se promener dans ce peuple pour le voir, mais que va-t-il faire ? Comment va-t-il réagir ? De quel côté et pour quelle définition de sa nation ? Comme le disait un responsable, un chef de la Commission européenne, il ne peut pas y avoir de résultats démocratiques contre les traités européens. C'était le chef d'un paradis fiscal dont j'ai oublié le nom, le genre de personnage qui nous fait la morale l'après-midi et qui nous fait les poches le matin quand même, juste avant la leçon de morale. Voilà. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui ai inventé cette expression, c'est un député de la droite française, mais qui malgré tout continue son chemin européiste. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, oui, on comprend mieux l'affaire du crime politique. Alors, je vais conclure cette émission en disant que finalement... Si je peux me permettre... Oui, je vais vous laisser, mais justement, on va rebondir avec Fernand Braudel. Une dame importante de France Culture s'était inquiétée tout de même que Fernand Braudel ait osé l'identité de la France. Comment se fait-il qu'un historien nous parle de l'identité de la France ? Alors, si elle avait parlé de l'identité, je ne sais pas, moi, du Mali, peut-être qu'elle y aurait trouvé moins d'objections. C'est possible. Mais l'identité de la France, c'était quand même très problématique. Voilà donc une pierre dans le jardin du grand historien français. Et c'est dire où la radio publique française est arrivée, et nous sommes heureux avec vous aujourd'hui d'avoir quand même pu dire autre chose que cette dame devait faire dire à son invité. Mais je vous laisse le dernier mot. Oui, le crime politique dont j'ai parlé, c'est la mise en cause dissimulée de la démocratie qui, pour la première fois, règne majoritairement en Europe, au nom d'un logiciel économique désormais compris comme insoutenable écologiquement, socialement, politiquement. Donc, c'est ça que je veux dénoncer. Et d'autre part, la mise en cause et l'effacement progressif dans les consciences de la nation dans son sens politique, puissant, comme dans son sens culturel, lui aussi puissant et intéressant, ne se fera pas. Je vous remercie beaucoup, Alain Guéry. Et si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, ce que j'espère, n'hésitez pas à commenter, liker, faire un don et partager très largement. Nous avons besoin de vous dans la bataille culturelle et économique.